C'est l'événement politique de ce dimanche, le débat de la droite en vue de la présidentielle, à suivre en direct ce soir à 20h45 sur BFM TV et RMC. 5 candidats s'affrontent. Vous les voyez, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Toutes les équipes de BFM TV sont mobilisées pour vous faire vivre cette journée importante, soirée spéciale à partir de 20h. Dans un instant, nous allons aller, vous le voyez devant les QG, des 5 candidats. Mais d'abord, avec nos invités en plateau, les enjeux. Jérémy Trottin nous a rejoint. Bonjour Jérémy, chef du service politique d'RMC. Et William T, président du think tank Le Millénaire, spécialiste des questions de la droite. Jérémy, c'est un débat très important ce soir, peut-être crucial parce qu'on est à 2 jours de la fin des adhésions pour les militants, les Républicains. On sait que ce sont les militants qui voteront lors du Congrès. Oui, en effet, après un premier échauffement pour un premier débat, cette fois, ils vont rentrer dans le match, et dans le match sans doute directement avec plusieurs enjeux, notamment pour chaque candidat. On pense peut-être à celui qui est donné comme le favori, Michel Barnier, qui a été assez attaqué lors du dernier débat, qui va devoir prouver aujourd'hui qu'il est celui qui pourrait, en cas de qualification et de victoire à ce Congrès, qualifier ensuite la droite au second tour de l'élection présidentielle, parce que c'est bien ça qui se joue, la possibilité ou non de trouver le leader qui permettra à la droite de revenir dans le jeu de la présidentielle et arriver cette fois au second tour. On pense aussi bien sûr à Xavier Bertrand qui avait établi une stratégie radicalement différente avant de se plier finalement à la discipline collective et de venir dans ce congrès. Il est peut-être celui qui a le plus à perdre. Et puis un certain nombre de candidats aussi, des outsiders. On pense à Valérie Pécresse, Philippe Juvin ou encore Éric Ciotti qui auront à cœur ce soir de jouer leur partition et d'insister sur leurs différences. Alors William T, il y a aussi un autre enjeu ce soir, c'est qu'il va falloir réussir à s'affronter face à face entre ces 5 candidats, à se démarquer, mais sans non plus s'attaquer frontalement. Oui, il y a une différence entre avec 2016 où il y a eu des débats plutôt violents entre Juppé et Nicolas Sarkozy. Et là, les candidats se sont mis d'accord pour ne pas s'affronter directement. Le seul moyen en fait de pouvoir s'affronter, c'est de pouvoir s'attaquer sur le programme. On l'a vu lorsque Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont attaqué Michel Barnier sur la question du moratoire. Et en fait, c'est un match qui se joue avec 3 favoris. Barnier, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui ont tous des atouts différents. Michel Barnier a pour lui le soutien de Laurent Wauquiez qui est une des personnalités les plus populaires du parti et il a la question de l'ancienneté, il en joue beaucoup dessus, le fait qu'il a été loyal à sa famille politique. Xavier Bertrand lui a pour avantage qu'il est le mieux placé dans les sondages et Valérie Pécresse insiste beaucoup sur la question du projet et sur le fait qu'elle est la seule capable de redresser la droite avant de redresser la France. Et en fait les militants vont devoir se positionner sur une question et quelle est la question prioritaire? Est-ce que c'est la question de la loyauté? Est-ce que c'est la question de gagner et donc dans ce cas-là ils choisiraient plutôt Bertrand? Ou est-ce qu'ils veulent le meilleur projet ou la meilleure présidente, et dans ce cas, il choisirait Valérie Pécresse. Et c'est ce deuxième débat qui va permettre d'ancrer. Si on fait un parallèle avec 2016, on a vu que c'était à partir du deuxième débat que François Fillon avait entamé sa fameuse remontada jusqu'à gagner une trentaine de points en moins de 15 jours. Et donc, le deuxième débat va permettre de confirmer plusieurs choses. C'est est-ce que Barnier est en phase de juppéisation dans la mesure où il reste favori, plutôt en retrait, et il ne se met pas dans le débat, et dans ce cas-là, il coulera comme lors du premier débat. Et qui gagnera le match entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sur qui est le plus incisif et qui est le mieux capable de faire exister la droite face à Macron et face à Zemmour. Débat à 20h45, dans moins de 5 heures. Donc maintenant, les 5 candidats entreront dans l'arène. Thomas Soulier, vous êtes sur le grand plateau. C'est vraiment tout près de nous, à quelques mètres d'ici. Et vous allez nous la faire découvrir, cette arène, Thomas. Ouais, Benjamin, le plateau est bientôt prêt. Je vais vous la faire découvrir pour la toute première fois. Suivez-moi. Regardez ces images d'Uliana Maléchef. Ce plateau qui est bientôt prêt. Dernier réglage de son, de lumière, de cadrage également. Alors ce plateau, il a un petit peu de vécu. C'est là qu'a eu lieu le débat récemment entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Débat également lors des récentes européennes, aussi municipales et régionales. Et rien n'a été laissé au hasard. Tout a été tiré au sort, que ce soit à l'emplacement des loges, juste à côté, mais aussi lors de passage dans l'émission également. Regardez l'emplacement des pupitres et dans l'ordre, donc Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin et Xavier Bertrand. Ce soir, ils vont débattre de 4 thématiques. L'immigration d'abord, la sécurité, le pouvoir d'achat et enfin la place de la France dans le monde. Le rendez-vous est pris, 20h45. Regardez, le débat de la droite, hashtag débat de la droite pour vos commentaires. Ce soir, 20h45 sur BFM TV, c'est l'événement politique.
Merci beaucoup Thomas Soulier en direct du studio juste à côté, donc qui accueillera ce débat ce soir. Et sur le terrain, nous prenons la direction des différents QG de ces 5 candidats. Vous le voyez à Paris ou encore à la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. On va tout de suite dans le 17e arrondissement de Paris. Tout d'abord du côté du quartier général de Xavier Bertrand. C'est là qu'on vous rejoint, Benjamin Duhamel. Comment Xavier Bertrand se prépare-t-il à quelques heures maintenant de ce débat crucial ? Eh bien, en revoyant des notes sur un certain nombre de sujets de fond. Et puis, quelques heures avant le débat, c'est aussi un moment de concentration et de détente. Visiblement, Xavier Bertrand a déjeuné avec famille et amis chez lui à Saint-Quentin. Il doit passer ici au QG en fin d'après-midi, vraisemblablement après 18h, pour un dernier échange avec ses proches, notamment sur la stratégie à suivre ce soir lors du débat. Sur le fond, pas de surprise à attendre. Le candidat devrait dérouler son triptyque autorité, travail, territoire. C'est sa marque de fabrique avec un focus, nous dit-on, sur la question des classes moyennes, sur la forme officiellement. C'est la bienveillance, c'est le nouveau mot à la mode à droite. Pas question de s'en prendre à ses concurrents. Xavier Bertrand a choisi, parce que cela plaît aux adhérents les Républicains, de continuer à pilonner Emmanuel Macron. Ce qu'on espère par ailleurs dans le camp Bertrand, c'est que ce deuxième débat fasse apparaître un candidat déterminé, dynamique, face à un Michel Barnier jugé plutôt sur la défensive lors du premier débat. Objectif, alors que les sondages de premier tour se resserrent entre le président des Hauts-de-France et ses concurrents, continuer de jouer la rengaine du « je suis le mieux placé pour battre Emmanuel Macron ». Bref, tenter de conjurer ce qu'on peut appeler le paradoxe Xavier Bertrand, le plus près du second tour dans les sondages, mais sans aucune assurance de gagner cet imprévisible congrès. Merci beaucoup. Benjamin Duhamel devant le QG de Xavier Bertrand avec Thomas Loriot de le 17e arrondissement de la capitale. Jérémy, Xavier Bertrand, favori chez les sympathisants dans les sondages, mais pas forcément chez les militants. C'est celui qui a le plus à perdre, Xavier Bertrand. En termes de stratégie, oui, parce qu'il a voulu jouer cavalier seul pendant de longs mois avant de se plier, comme on le disait, à la discipline du parti, être obligé finalement de reprendre sa carte, alors qu'il l'avait quitté il y a déjà un certain nombre d'années, au moment où Laurent Wauquiez avait emporté la présidence de ce parti à l'époque. Et c'est vrai qu'il a beaucoup à perdre, parce que, comme le disait Benjamin Duhamel, il y a une femme de paradoxe. Comment expliquer qu'il est celui dans les sondages auprès de l'ensemble des Français, celui le plus à même peut-être de faire le meilleur score pour le candidat de la droite, alors qu'il est visiblement en difficulté pour le moment, du moins dans ce congrès. Pourquoi? Tout simplement parce que les militants ont du mal finalement à accepter cette forme de trahison. Ça revient souvent, mais quand on écoute en ce moment un certain nombre de parlementaires qui sont très nombreux à soutenir Xavier Bertrand. On entend aussi cette petite musique comme quoi Xavier Bertrand est peut-être en train de revenir dans le match après que les militants aient vu que Michel Barnier était peut-être finalement moins peut-être dynamique qu'ils auraient pu l'imaginer à l'occasion soit de réunions publiques ou lors du dernier débat. Donc en tout cas, il y a visiblement encore un match qui se joue clairement entre différents favoris. Il ne faut pas non plus oublier Valérie Pécresse dans ce trio de tête. Mais en tout cas, c'est vrai que pour Xavier Bertrand, il est peut-être le candidat aujourd'hui qui a le plus à perdre. Alors pour tout savoir et pour tout comprendre de ce débat crucial, on s'intéresse également au programme de ces 5 candidats avec vous, Kelly Lafin. Kelly, qu'est-ce qui différencie les candidats tout d'abord sur le plan économique ? Alors il y a tout d'abord de légères divergences concernant la question de la revalorisation des salaires. Xavier Bertrand parle d'une prime au travail pour ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois et il souhaite que tous les salariés à temps complet touchent au moins 1 500 € net par mois. Valérie Pécresse, de son côté, veut revaloriser de 10% les salaires nets qui vont jusqu'à 2,2 fois le SMIC. Michel Barnier, quant à lui, veut augmenter les salaires des professions de santé et de l'éducation et baisser les charges sur les salaires intermédiaires. 3 candidats veulent également permettre aux entreprises d'augmenter le temps de travail à 39 heures via des négociations de branche. Il s'agit de Philippe Juvin, Éric Ciotti et Valérie Pécresse. La plupart de ces candidats souhaitent baisser les impôts de production, donc toutes les taxes et charges qui pèsent sur les entreprises. Michel Barnier parle d'une baisse de 10 milliards d'euros. Xavier Bertrand de 35 milliards d'euros. Philippe Juvin dit vouloir favoriser le Made in France en baissant les charges des industriels français et en interdisant l'entrée sur le territoire des produits qui ne respectent pas les normes françaises. Enfin, Valérie Pécresse souhaite notamment supprimer la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, une taxe qui participe au financement de l'assurance vieillesse. Tous, enfin, sont d'accord sur une idée, celle de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans pour Xavier Bertrand et à 65 ans pour les autres.
Kelly, ça donne quoi sur le reste des programmes, notamment sur l'immigration et la sécurité? Sur l'immigration, Éric Ciotti est celui qui a le programme le plus radical. Parmi ses propositions, le retour sur le droit du sol au profit du droit du sang, la fin du regroupement familial, des allocations conditionnées à 6 ans de présence sur le territoire. Michel Barnier, lui, veut que la France retrouve sa souveraineté juridique sur la question des migrations par rapport à l'Union européenne. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, eux, plaident notamment pour des quotas d'immigration fixés par le Parlement. Enfin, concernant la sécurité, Michel Barnier et Xavier Bertrand veulent tous deux créer 20 000 places en prison. Éric Ciotti souhaite créer un Guantanamo à la française avec des lois spécifiquement adaptées au terrorisme. Valérie Pécresse, elle, propose de territorialiser les peines. Et enfin, Philippe Juvin veut créer un délit spécifique de violence en bande. Merci Kelly Lafin pour ces explications. Othman Nasrou, bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, soutien de Valérie Pécresse. Dans quel état d'esprit est Valérie Pécresse? Comment elle compte s'afficher ce soir dans ce débat? Valérie Pécresse est sereine, elle prend le temps de se reposer puisqu'elle revient d'un déplacement. Elle en fait beaucoup depuis des mois maintenant au contact des militants, des adhérents, des sympathisants. Et donc elle se concentre pour le débat de ce soir. Mais vous savez, ça fait maintenant longtemps qu'elle travaille un projet qui est solide, qui est construit, qui va au bout d'un certain nombre de réformes qui sont attendues, surtout depuis les 10 années que nous avons passées sous les présidences de François Hollande et d'Emmanuel Macron. On a besoin d'un projet de rupture et je crois qu'elle va le démontrer ce soir à nouveau. C'est elle qui porte le projet de réforme le plus ambitieux dont le pays a besoin. On a eu le sentiment lors du premier débat lundi que Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand d'ailleurs, avait ciblé Michel Barnier. Est-ce que ce sera à nouveau la stratégie ce soir ? Non, il n'y a pas de stratégie de cibler qui que ce soit. On est dans la même famille politique et personne ne peut se payer le luxe des divisions. Après le 4 décembre, il y aura un candidat unique, peut-être une candidate unique, et il faudra rassembler tout le monde derrière cette candidature parce que nous avons une responsabilité historique. Qu'il puisse y avoir des clarifications, des ambiguïtés qui soient levées, des questions de fond qui soient tranchées, c'est tout l'objet de ces débats et je suis sûr que ce soir encore, nous allons avoir un beau débat. Mais bien sûr qu'il faut que chacun dise ce qu'il compte faire parce que ce que nous ne disons pas aujourd'hui, il n'y a aucune chance que nous le fassions demain quand nous serons aux responsabilités. Et encore une fois, le pays a besoin de solutions extrêmement claires, extrêmement fortes et chacun peut regarder le projet de Valérie Pécresse pour aller au bout sur la dépense publique, sur la réduction du nombre de fonctionnaires, sur la fin de l'impunité des délinquants, sur la maîtrise de l'immigration. Ce sont des propositions précises, concrètes, financées et surtout qui vont donner, j'espère, au pays l'avenir qu'il mérite. Alors on le sait, dans ce genre de débat décisif, le fond compte autant que la forme. Est-ce qu'on peut s'attendre à une Valérie Pécresse qui sera aussi offensive qu'elle a été lors du premier débat ? Valérie Pécresse, elle est offensive dans ce qu'elle fait au quotidien et je crois encore une fois qu'on a besoin d'une présidente de la République qui sera demain offensive dans les réformes qu'il faudra faire, qui n'a pas la main qui tremble quand il s'agit de prendre des décisions. Elle l'a montré sur l'autonomie des universités quand elle était ministre de Nicolas Sarkozy. Elle le montre tous les jours comme présidente de la région Île-de-France où elle a pu expérimenter beaucoup de ses idées. Donc oui, elle est déterminée, elle est offensive, elle dit les choses et surtout elle fait ce qu'elle dit et je crois encore une fois que c'est là sa marque de fabrique et je pense que ça correspond à ce que la droite doit porter demain et ce dont le pays a besoin pour 2022. Merci beaucoup Othman Nasrou d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Avant donc ce débat crucial ce soir à 20h45 entre les 5 candidats de la droite en vue bien sûr de ce congrès qui aura lieu le 4 décembre prochain. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi cette information assez incroyable. Une détenue radicalisée s'est échappée ce matin de sa cellule de la prison de Fresnes en creusant un trou avant d'être interceptée sur le chemin de ronde un peu plus loin. Elle a réussi à fuir sa cellule dans des conditions encore floues. Elle était incarcérée pour des faits liés au terrorisme. Elle faisait pourtant l'objet d'un suivi particulier. Le parquet antiterroriste a été saisi de l'affaire. L'entourage d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a réagi. Il salue la réactivité de l'administration pénitentiaire qui a mis fin à cette tentative d'évasion. Écoutez la réaction de Yohann Carrard, secrétaire général adjoint à FO Justice. Des problèmes de fond dans le sens où on peut se poser la question de savoir comment elle a pu effectivement creuser le trou en dessous de sa fenêtre comme ça sur le long terme. Mais les réponses, elles sont très simples. Elles vont se traduire quoi? Par le manque de personnel que l'on subit malheureusement pour gérer ces détenus. Et un deuxième point fort, et notamment qui a été mis en application donc sur la maison d'arrêt pour femmes de Fresnes, c'est la non-occupation des miradors qui ont été fermés faute de personnel et remplacés par des moyens techniques.
On en vient à présent à l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. La souveraine de 95 ans devait apparaître lors d'une cérémonie aujourd'hui à Londres en hommage aux victimes des guerres. Un rendez-vous qui était très attendu et qu'elle n'a finalement pas pu honorer, et ce, en raison de son état de santé. C'est ce qu'a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Adrien Portron. Elle devait trôner sur le balcon face aux nombreux Britanniques présents pour cette journée de commémoration des victimes de guerre. Mais à seulement quelques minutes du début de la cérémonie, coup de tonnerre. Le palais de Buckingham informe dans un communiqué que la reine Elisabeth II ne sera finalement pas présente. La reine, s'étant fait mal au dos, a décidé qu'elle ne pourra pas assister au service du souvenir d'aujourd'hui. Nouvelle désillusion pour les Britanniques, qui voient leur reine multiplier les signes de fatigue depuis la mort de son mari, le prince Philippe. Le 13 octobre dernier, fait rare, la monarque âgée de 95 ans est aperçue avec une canne. Avant d'être hospitalisée une semaine plus tard, le temps d'une nuit. Rapidement, le palais de Buckingham rassure, indiquant qu'il s'agit seulement d'examens préliminaires. Après quelques jours de repos, la reine est aperçue au volant de sa voiture. Elle reprend ses engagements par écran interposé, comme ici. La souveraine remet un prix de poésie. Alors qu'elle doit renoncer à participer à la COP26, la reine Elisabeth II lance un message fort aux différentes nations. En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités. Malgré l'absence de la reine, une partie de la famille royale était présente aujourd'hui pour les commémorations. Notamment le prince Charles, son fils, mais aussi le prince William, accompagné de son épouse Kate, la duchesse de Cambridge. Et y a-t-il un souci de santé peut-être plus important concernant la reine Elisabeth II? En tout cas, on se pose la question alors que le palais de Buckingham n'a annoncé qu'une heure avant l'événement que la reine n'y participerait pas. Le point de vue et la réponse de Thomas Pernet, journaliste au Point de vue. C'est vrai que c'est inhabituel. La machine de Buckingham est extrêmement bien rodée. Et d'avoir comme ça une annulation à la quasi-dernière minute, on n'a pas vraiment l'habitude. Une source proche de Buckingham parle d'un timing incroyablement malheureux. Et on n'a pas de raison de douter que de la bonne foi de Buckingham. Ce qui avait été compliqué au moment de l'hospitalisation de la reine, une hospitalisation qui avait surpris les observateurs du monde entier, c'est qu'on n'avait pas eu d'informations. À partir du moment où Buckingham communique et précise qu'il s'agit d'un mal de dos, on a toutes les raisons de le croire. Il faut rappeler que la reine est en ce moment à Windsor, elle réside à Windsor. Il faut quand même aller de Windsor à Londres en voiture. Quand on a 95 ans et qu'on a le dos bloqué, on peut comprendre que ça soit difficile. D'ailleurs, on l'a vu au volant de sa voiture il y a encore quelques jours, la reine, quand elle allait un petit peu mieux. On imagine qu'à la suite de cette révélation, la presse britannique a beaucoup réagi? Oui, bien sûr, les Britanniques dans l'ensemble ont beaucoup réagi, le monde entier, puisqu'on est là et qu'on en parle ce dimanche sur votre antenne. Bien sûr, il y a toujours cette inquiétude. Alors vous l'avez bien dit, il y a eu aussi ces petites cartes postales qui ne sont pas officielles. On a vu la reine au volant, on l'a vu encore il y a quelques jours, cette fois-ci pas au volant, mais toujours en voiture. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Néanmoins, je vous rappelle que cette cérémonie, c'est pas une cérémonie très compliquée. C'est-à-dire qu'elle est au balcon du ministère des Affaires étrangères, à Whitehall. Elle se tient normalement entre la duchesse de Cornouailles, l'épouse du prince Charles, et la duchesse de Cambridge, Kate. Il n'y a pas de discours. Elle ne dépose plus elle-même la couronne de Poppies depuis 2017. C'est le prince Charles qui s'en charge. Et si même ça, elle n'y arrive pas parce qu'en ce moment elle est trop fatiguée, on peut se demander quels vont être bien sûr les engagements des prochains mois. Il y a eu l'annulation de la COP26, il y a eu l'annulation avant d'un déplacement en Irlande du Nord. Voilà, ses médecins lui conseillent toujours de maintenir un calendrier et un agenda extrêmement light. Là, on est plus que du light, on est vraiment dans l'inexistant. Thomas, on sait évidemment que le peuple britannique, en grande majorité, a une passion pour sa reine. Mais et on les comprend. Et on le comprend, évidemment. C'est un personnage assez incroyable, historique. Mais il est difficile d'avoir des informations. Pourquoi est-ce que Buckingham verrouille, entre guillemets, contrôle comme ça les informations? Parce que c'est un secret d'État. La santé de la reine, la santé du chef de l'État et même du chef des armées, c'est un secret d'État. Buckingham, de manière générale, a fait des gros efforts en termes de communication. Mais vous savez, par exemple, le jour où la reine mourra, il y aura cette opération qu'on appelle London Bridge, c'est-à-dire tout ce dispositif autour de ses obsèques. Ce dispositif qui a été revu récemment pour la Covid a complètement fuité dans la presse il y a quelques semaines. On a appris tous les détails alors que normalement
on n'a pas à connaître ces détails. Buckingham a été absolument furieux. Alors bien sûr, on n'est plus comme dans les années 50. Je vous rappelle que le père de la reine, le roi George VI, est mort d'un cancer du poumon alors que personne ne le savait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les communications, avec les tabloïds, on est dans beaucoup plus de transparence. Mais malgré tout, on ne communique pas facilement. Et la reine n'aime pas communiquer, n'aime pas se plaindre. Je vous rappelle son slogan « Never explain, never complain ». Jamais expliquer, ne jamais se plaindre. C'est totalement la philosophie des Windsor. Tout de suite, un coup d'œil sur l'infotrafic. Votre programme avec Laserostop. Le mois sans tabac avec Laserostop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur laserostop.com. Vos prévisions de circulation aujourd'hui, vous le voyez, c'est vert partout en France dans le sens des départs et des retours, sauf dans le département, dans la région de l'Île-de-France où les retours c'est orange aujourd'hui. Soyez vigilants sur la route. C'était votre programme avec Laserostop. Le mois sans tabac avec Laserostop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur laserostop.com. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous parlerons de ce débat de la droite ce soir à 20h45 sur BFM TV et RMC. Nous serons avec toutes nos équipes devant les QG des candidats. Nous serons aussi sur le plateau, le grand plateau, où aura lieu ce débat dans un instant avec Thomas Soulier. Les enjeux, les programmes, on vous dit tout cela dans quelques minutes. Dans le journal de 16h30, à tout de suite. Quel champion pour la droite pour l'élection présidentielle ? Ce soir, à 20h45, un débat exceptionnel. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse. Tous les candidats à l'investiture Les Républicains réunis sur BFM TV. Immigration, sécurité, économie, vision de la France. Ils dévoileront leurs propositions, feront entendre leurs différences. L'enjeu, être celui qui portera les idées de la droite à l'élection présidentielle. 2022, le débat de la droite. C'est ce soir à 20h45 en direct sur BFM TV et RMC. 2022, le choix des Français. Carte Noire sélectionne ses grains avec soin pour une richesse aromatique unique qui vous fait ressentir tout le plaisir d'un grand café. Révélez l'arôme intense du café Carte Noire avec votre machine à grains. Carte Noire, intensément vivant. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous? So wow! So good! So bien vu! So cook, cuisine équipée. Recycler ces ampoules est un geste qui fait du bien, à vous, aux autres et à l'environnement. Alors déposez-les dans les bacs de recyclage en magasin et en déchetterie. Écosystème, recycler, c'est protéger. Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace, ils ont entraînement dans 2 heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des Pro Peugeot, la gamme utilitaire est à partir de 179 € par mois. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Bah non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. Salut, c'est Valérie Damido. Je voulais vendre ma maison. Alors, la déco, je gère. Mais pour le reste, l'estimation, les visites, la négociation, c'est pas mon truc.
Du coup, j'ai fait appel à Dr Aoussimo. Résultat, grâce à Dr Aoussimo, maison vendue. C'est normal, Valérie. Vous, c'est la déco, et nous, c'est l'IMO. Dr Aoussimo, nos conseils sont gratuits, mais ils valent de l'or. 15 millions, c'est le nombre de Français qui aident un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions qui n'ont pas le droit d'être absents. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile, en proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. 99% de notre viande est française et toujours à prix bas. Et ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Ça fait 70 ans que Sofinco vous permet de vous équiper, de voyager, d'avancer. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Sofinco, vous donnez de l'avance. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non. On avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 € par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. La dernière fois que le Roi Lion a été interprété à Paris, c'était il y a plus de 10 ans. À l'époque, la première version française du spectacle avait réuni 1,5 million de spectateurs au Théâtre Mogador entre 2007 et 2010. Depuis, la troupe a bien changé et de nouveaux talents tels que Cilia, Nala et Gwendal Marimoutou, Simba, ont rejoint le groupe. Néanmoins, un comédien est toujours présent. Il s'agit d'Olivier Breitman, l'interprète de Scar. BFM TV, partenaire de la comédie musicale Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. De la grisaille, toujours un week-end bien maussade et vous allez le voir, la semaine prochaine s'annonce également bien nuageuse. On le voit sur cette animation satellite, on voit quasiment plus la France sous les nuages. Alors il y a vraiment un tout petit coin de ciel bleu sur le golfe du Lion. En revanche, sur la Corse, sur l'extrême sud-est, ça reste instable et ça va le rester pour cette journée de lundi. Alors on va conserver aussi les nuages, les précipitations, donc le plus souvent soit très faibles, soit inexistantes. Et puis vous le voyez donc sur l'extrême sud-est, sur le littoral méditerranéen, jusque sur les Bouches-du-Rhône, sur la Corse, on conserve cette instabilité avec ces averses orageuses, des pluies et un ciel assez menaçant également sur les Pyrénées. Dans le courant de l'après-midi, quasiment pas d'amélioration. Petit espoir, un petit peu plus de trouées de ciel bleu, mais ce sera vraiment pas grand-chose sur la Bretagne, le Cotentin. Ailleurs, ça n'évolue pas. Un coup d'œil à vos températures pour cette matinée de lundi, pour commencer la semaine. Des valeurs en baisse sur les régions du Nord. Elles s'échelonneront de 1 à 12 degrés. 7 à Paris, 12 à Nice et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures baissent partout, plus que 10 à Paris, 12 sur la côte aquitaine, 19 encore pour la Corse. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Les titres à la une de votre journal de 16h30 sur BFM TV. Une tentative d'évasion à la prison de Fresnes. Une Française radicalisée et poursuivie pour terrorisme a creusé un trou dans sa cellule avant d'être interceptée dans le chemin de ronde du centre pénitentiaire. Éric Dupond-Moretti a salué la réactivité de l'administration. Reportage à suivre dans cette édition. C'est un débat événement et crucial pour le choix du candidat de la droite à la présidentielle. Les 5 candidats Les Républicains débattent ce soir sur BFM TV et RMC à 20h45. Que faut-il en attendre? Comment les candidats se préparent-ils avant cette échéance? Nos équipes sont mobilisées toute la journée. On en parle avec nos invités. Éric Zemmour a-t-il réellement éteint l'étincelle qu'il a allumée avec la famille de Samuel Sandler, dont le fils et les 2 petits-fils ont été victimes de Mohamed Merah en 2012, après les avoir mis sur le même plan que les terroristes, car ils ont été enterrés à l'étranger. Le polémiste affirme aujourd'hui avoir réglé la situation avec la famille. Leur avocat, lui, reste très en colère.
C'est un scénario digne d'un film d'action. Ce matin, à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, une détenue a tenté une évasion rocambolesque en passant par la fenêtre de sa cellule. Tentative avortée par les surveillants du plus vieil établissement pénitentiaire de France. Le récit d'Emmanuel Binet, Angie Louata et Frédéric Leclerc-Imhoff. C'est à l'aide d'outils rudimentaires que la détenue a creusé sous les barreaux de sa cellule avant d'enlever les pierres situées sous la fenêtre. Pendant plusieurs jours, la détenue, prudente, trompe la vigilance des surveillants en masquant le trou lors des fouilles. Ce matin, avec des draps noués, elle fabrique une corde et réussit à descendre le long du bâtiment. Elle est arrêtée sur le chemin de ronde avant d'être placée en garde à vue. De nationalité française, prévenue pour des faits de terrorisme et poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes, elle a également passé quelques jours en Syrie. Le parquet national antiterroriste a été saisi. Pour ce syndicaliste pénitentiaire, cette tentative d'évasion est symptomatique de la situation de cette prison. On peut se poser la question de savoir comment elle a pu effectivement creuser le trou en dessous de sa fenêtre comme ça sur le long terme. Mais les réponses, elles sont très simples. Elles vont se traduire quoi? Par le manque de personnel que l'on subit malheureusement pour gérer ces détenus. Dès le mois de janvier, 4,5 millions d'euros seront justement alloués à la prison de Fresnes pour des travaux de rénovation. C'est un rendez-vous politique à ne pas manquer ce soir sur BFM TV et RMC à 20h45. Les candidats de la droite à la présidentielle face à face dans l'un des débats incontournables avant la désignation du représentant ou de la représentante des Républicains en avril 2022. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Patrick Juvin ou encore Valérie Pécresse. Le débat présenté par Apolline de Malherbe et Maxime Switek est à suivre. Soirée spéciale également dès 20h. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions aussi en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag débat de la droite. Et on en parle avec nos invités. Amandine Atalaya qui nous a rejoint, éditorialiste politique BFM TV. William T qui est toujours avec nous, président du think tank Le Millénaire, spécialiste des questions de la droite. On le disait, c'est un débat crucial, Amandine. On est à 2 jours de la fin des adhésions pour les militants, les Républicains. On avait vu, il y avait eu un premier débat déjà en début de semaine. On n'avait pas trop osé s'attaquer. Ça avait été assez lisse et que ce soir, il peut y avoir des attaques. Est-ce que chacun va tenter d'imposer vraiment sa patte, même si parfois il faut s'attaquer à d'autres candidats? Il faut que l'un ou l'autre, oui, à un moment donné, se démarque parce que pour l'instant, il n'y a aucun choix évident pour les militants. Il n'y a pas de favori absolu, donc tout est permis, tout est possible. Et si l'un d'entre eux devait exceller, par exemple, dans le débat ce soir, on peut imaginer qu'il y aurait peut-être une poussée dans le cœur des militants. En tout cas, pas dans les sondages, puisque justement, il n'y a pas eu de sondage fait sur le corps électoral qui va voter, puisque rappelons que ce sont uniquement les adhérents du parti qui sont 125 000 et que personne ne sait réellement de quel côté la balance penche pour eux exactement à ce stade. C'est très important aussi parce que vous le disiez, les adhésions pour ces adhérents sont possibles jusqu'à mardi minuit. Et on peut imaginer que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui avaient quitté les Républicains à un moment donné avant de reprendre leur carte après un moment relativement confus pour l'un et pour l'autre, eh bien Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ils veulent parler à ces militants qui pour le moment n'ont pas encore réadhéré aux Républicains. Donc ils vont essayer de les pousser à eux aussi reprendre leur carte pour une trentaine d'euros. C'est possible jusqu'à mardi. Et puis, on le disait, à un moment donné, parmi les responsables départementaux, beaucoup disaient que Michel Barnier était le favori. Or, on sait que Michel Barnier redoute un peu cet exercice des débats, qui n'est pas forcément celui dans lequel il est le meilleur, ce qui peut donner une chance à ses opposants d'arriver à marquer des points ce soir. Alors, on va prendre la direction du terrain de ces quartiers généraux, de ces 5 candidats que l'on attend d'ici quelques heures maintenant sur notre plateau. Elle fait partie des favoris. Loïc Besson, vous êtes devant le quartier général de Valérie Pécresse, dans le 8e arrondissement de la capitale. Comment se prépare la présidente de la région Île-de-France ? Cet après-midi, c'est repos et concentration pour Valérie Pécresse qui est rentrée ce matin même d'un déplacement des Alpes-Maritimes dans le cadre de cette tournée des fédérations. Alors dans son camp, on est plutôt confiant. Elle a tout à gagner, me disait l'un de ses proches. D'abord parce qu'elle a montré lors de ce premier affrontement qu'elle maîtrisait l'exercice. Elle a notamment souligné l'ambiguïté, la faiblesse, je cite, de Michel Barnier sur sa mesure phare, son moratoire sur l'immigration. Il ne faut pas croire pour autant qu'elle compte épargner les autres concernant Xavier Bertrand sur le pouvoir d'achat. Elle a cet argument: comment peut-on promettre des baisses d'impôts en français si on n'explique pas
où on fait les économies. Et là-dessus, sur le plan des réformes, elle estime être la plus ambitieuse, la plus claire aussi. Ça se résume en un chiffre, 150 000 fonctionnaires en moins supprimés par Valérie Pécresse. Ça rappelle forcément François Fillon qui avait été révélé justement par les débats. Mais ce soir, et c'est ce que me confie à l'instant un proche de Valérie Pécresse, elle pourrait aussi avoir en tête un certain Éric Ciotti dont la dynamique ces derniers jours ne lui a pas du tout échappé. Merci beaucoup Loïc Besson, donc devant le QG de Valérie Pécresse avec Maxime Vigier. Autre candidat, Michel Barnier. On va retrouver Perrine Vaz, vous êtes au QG de Michel Barnier dans le 8e arrondissement de Paris, l'ex-ministre et fidèle républicain qui est arrivé vers 11 h ce matin, 5 h à peine après avoir atterri de son déplacement à Mayotte, Perrine. Oui, absolument, à Mayotte et à La Réunion. Il atterrissait à 6 h ce matin, effectivement, depuis La Réunion. Il a fait une promenade avec son épouse. On sait que Michel Barnier aime bien préparer les grands rendez-vous en faisant des balades en forêt. Aujourd'hui, il n'a pas pu, manque de temps, mais il s'est promené dans Paris. Et puis, effectivement, il est arrivé à son QG aux alentours de 11 h, dans la porte que vous voyez juste derrière moi. Mais il vient à l'instant de quitter ce QG. Michel Barnier, il est allé chez lui avant de se rendre sur le plateau de BFM TV pour ce débat très attendu. Il est très attendu, Michel Barnier. Et ses équipes qui ont travaillé tout l'après-midi avec lui me l'ont dit, il sait l'importance de ces débats. Il est très attendu parce qu'il paraissait un peu le favori des militants, mais il a un petit peu déçu ses soutiens pour le premier débat. Sur la forme, surtout, il a paru un peu mou, en retrait, me disaient certains. C'est vrai qu'il a une marge de progression. Alors du côté de ses équipes qui ont travaillé avec lui tout l'après-midi, on nous dit d'accord, il va être plus punchy, il va être plus clair, mais hors de question de rentrer dans cette course à la proposition la plus irréaliste, tacle aux adversaires. Pour Michel Barnier, c'est la culture du résultat, du sérieux, et il l'assume. Il n'est pas dans la surcommunication. Il veut continuer à incarner sa stature d'homme d'État, de futur président de la République et de rassembleur. Mais il va falloir, me disait un de ses soutiens, qu'il trouve le bon équilibre justement entre cette stature de rassembleur et ne pas paraître en retrait vis-à-vis des autres. Il avait été fortement attaqué, Michel Barnier, tout de même par une Valérie Pécresse assez agressive contre lui. Ça l'avait étonné, Michel Barnier, me disait ses soutiens tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il est prêt, mais il va y avoir du sérieux, des propositions concrètes et des diagnostics forts. Merci Perrine Vasque devant le QG de Michel Barnier avec Clément Gros-Denier. William Tay, on entendait ces reporters devant certains QG ce soir. Il va y avoir 3 favoris face à 2 outsiders sur le papier, mais tout de même on sent qu'il va falloir passer un cap par rapport au premier débat, que là c'est quelque chose qui devient peut-être plus sérieux, qu'on attend des propositions fermes. Qui risque le plus gros ce soir dans cette rencontre? C'est plutôt Michel Barnier, dans la mesure où en fait il peut confirmer sa prestation de la semaine dernière qui était plutôt mauvaise, et donc du coup faire ce qu'on appelle une jupéisation, ça veut dire apparaître, c'est ce que votre journaliste a dit, ça veut dire apparaître comme présidentiable, etc., mais il ne s'adresse pas du tout au cœur électoral des militants. Et si Michel Barnier était plutôt favori dans la mesure où il y avait un corps électoral restreint qui était celui qui s'est exprimé en faveur du Congrès avec 50 000 votants, dans la mesure où il y a de plus en plus d'adhérents, en fait, il ne maîtrise pas ce corps électoral. Et je pense que c'est une erreur stratégique majeure. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'a pas un discours qui vise directement ses militants, hormis sur la question de la loyauté. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les débats, on a changé de thématique. La première thématique, c'était la question du processus de rassemblement. Est-ce qu'on fait une primaire ou est-ce qu'on fait un congrès? La deuxième, c'était qui était le plus loyal. Et Éric Ciotti avait dit, moi j'ai une carte platinum, je suis adhérent depuis mes 16 ans. Enfin, mais quand on passe sur la question de la primaire, l'enjeu principal, c'est la question du programme et sur la question de la ligne politique, et également de la stratégie à suivre face à Emmanuel Macron et face à Éric Zemmour. Et en fait, Michel Barnier est plutôt flou sur l'ensemble des points. On ne sait pas quelle est sa ligne politique claire et on ne sait pas quelles sont sa stratégie pour aller convaincre des électeurs d'Emmanuel Macron et des électeurs d'Éric Zemmour. Donc je pense que c'est celui qui a le plus de risques. Celui qui pourra confirmer et qui pourra s'imposer comme la révélation de ces débats, c'est plutôt Éric Ciotti, dans la mesure où en fait il fait le même programme que Valérie Pécresse, mais en beaucoup plus poussé, à mesure où il va encore plus loin sur la réforme économique et sur la question sécuritaire et migratoire. Et je pense que celle qui va jouer une carte aussi, c'est Valérie Pécresse, dans la mesure où elle s'est montrée plutôt offensive face à Michel Barnier. Elle devra confirmer et s'imposer, comme François Fillon l'avait fait en 2016, entre Xavier Bertrand et Michel Barnier, pour incarner une forme de synthèse des deux, avec le meilleur programme et celui qui a la meilleure chance de gagner. Vous parliez, William, d'Éric Ciotti à l'instant. Nous sommes avec un soutien d'Éric Ciotti, Stéphane Le Rudulier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, porte-parole d'Éric Ciotti. C'est vrai que pour certains observateurs, Éric Ciotti s'était fait remarquer lors du premier tour. Comment compte-t-il marquer de son empreinte ce débat ce soir?
Écoutez, l'enjeu est clair. Il faut confirmer la dynamique du premier tour. Les Français avaient découvert un candidat de vérité sur le diagnostic, la situation de la France, un candidat aussi de clarté par rapport à sa ligne positive, à sa ligne politique, à son positionnement, et puis un candidat de vérité sur l'aspect de l'alignement par rapport au macronisme, où il a dit « Jamais je ne m'alignerai sur le programme d'Emmanuel Macron, jamais je ne voterai Emmanuel Macron », comme en 2017, c'était le seul candidat, le seul concurrent à ce congrès à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour. Alors Valérie Pécresse se targue de proposer un projet de rupture, de réforme. Pour vous, on l'imagine, c'est plutôt Éric Ciotti, le candidat de la rupture réellement. On l'a vu lors du premier débat sur les sujets de l'immigration, sur la sécurité, sur le volet économique. Les propositions inédites du candidat Éric Ciotti forcent à constater qu'on est véritablement dans un projet de rupture. Quand on propose une flat tax avec 15% d'imposition uniquement pour l'ensemble des Français, excepté ceux qui sont en dessous du SMIC, il est le seul candidat à proposer cela, par exemple. Et il y a bien d'autres propositions où forcément il sort du lot par rapport aux autres concurrents. Et il est vraiment de droite, c'est un projet de droite et il l'assume comme tel. Merci beaucoup Stéphane Le Rudulier d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Le rendez-vous il est donc bien noté, 20h45. Regardez ce débat vraiment important, crucial en vue donc de la présidentielle à droite, avec donc ce débat entre ces 5 candidats, 20h45 sur BFM TV et RMC. Dans quelques instants, nous serons sur le grand plateau où se déroulera ce débat avec Thomas Soulier. Dans son livre, Éric Zemmour avait créé la polémique en estimant que la famille Sandler, dont 3 des membres ont été assassinés par Mohamed Merah en 2012, vit comme des étrangers parce que les 3 victimes ont été enterrées en Israël. La théorie de défrancisation du polémiste, remise sur le devant de la scène au fil de ses déplacements de ce quasi-candidat et qui continue de heurter la famille Sandler. Éric Zemmour, présent aujourd'hui au Salon du Made in France, a expliqué avoir mis fin à la polémique. Pour M. Sandler, je tiens à vous dire que nous nous sommes parlé avec M. Sandler, le grand-père des petits-enfants affreusement massacrés, et nous nous sommes expliqués et il n'y a plus de problème entre nous. Et M. Sandler veut simplement qu'on arrête d'instrumentaliser politiquement cette affaire contre moi. Merci Monsieur Klugman d'être avec nous. Patrick Klugman, oui, avocat de Samuel Sandler et de la ville de Paris dans le dossier des attentats du 13 novembre 2015. Un mot concernant d'abord les provocations, les mots d'Éric Zemmour par rapport à cette journée de commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Il a attaqué notamment l'ancien président François Hollande. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est celle, je crois, de tout le monde. Quand a-t-il fait cela? Le 13 novembre. Où a-t-il fait cela? Notamment sur le lieu de l'attaque du Bataclan. C'est la seule personnalité publique, la seule, dans le monde intellectuel ou évidemment politique, qui s'autorise ce jour-là, qui est un jour de recueillement, qui est un jour de commémoration, qui est un jour de silence, une prise de parole publique. Et il l'a fait d'une manière en tronquant d'abord des propos qui ont été tenus à l'audience par l'ancien président François Hollande, et en racontant à part cela n'importe quoi. Ces propos ont été reçus par les partis civils, par les associations de partis civils, comme une profanation, c'est même dans le communiqué de l'association Life for Paris, une profanation de sépulture. Moi, j'avais déjà analysé les propos d'Éric Zemmour. Effectivement, quand il parle des petits Sandler, et qu'il en rajoute, et que quand on lui demande de s'en excuser, il aggrave encore ses propos, j'ai compris que Zemmour, sur la question du terrorisme, est en train d'écrire une œuvre qui lui appartient, qui s'appelle « J'irai cracher sur vos tombes ». Paraphrasons le titre, évidemment, de Boris Vian. « J'irai cracher sur vos tombes ». Voilà ce qu'il fait hier soir au Bataclan. Mais surtout, il dit n'importe quoi. Il confond d'ailleurs ceux qui sont les auteurs ou les accusés dans ce dossier avec les personnes qui ont utilisé les filières de l'immigration. Il dit n'importe quoi. On pensait au moins que sur ce sujet, déjà, il se tiendrait et il respecterait, je dirais, les dates qui sont celles du calendrier. Zemmour dit qu'il vénère l'histoire de France. Quand on vénère l'histoire de France, on ne vient pas un 13 novembre raconter n'importe quoi sur un attentat. On ne vient pas tronquer des propos d'audience.
Et si vous m'autorisez encore un mot, je vais vous dire. Donc, hier, c'était le 13 novembre, vous avez entendu et retranscrit et diffusé les propos de Zemmour. Mais je crois que c'est intéressant de savoir une chose. En 2016, moins d'un an après les attentats, vous savez ce qu'il dit, Éric Zemmour, quand effectivement la France, pour le coup, la France de François Hollande fait la guerre à l'État islamique sur la guerre irako-syrienne. Éric Zemmour, lui, il dit qu'il respecte les djihadistes parce que ce sont des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. Et il rajoute, l'histoire c'est aussi des innocents, que des innocents meurent parce qu'ils sont dans le mauvais camp ou au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc au moment où la France fait la guerre à l'État islamique en 2016, Éric Zemmour, lui, il fait des déclarations de sympathie et d'admiration aux djihadistes. Voilà qui est qui et voilà qui se situe où et de quel côté de cette guerre. Zemmour n'a jamais attaqué les djihadistes, n'a pas plus hier attaqué ceux qui sont suspectés d'être les auteurs de ces attentats. Il attaque François Hollande. Mais François Hollande, lui, quoi qu'on pense de son action, il a fait la guerre à l'État islamique. Patrick Lugman, en quelques secondes, comment se sont conclus les échanges? Est-ce que vous avez des informations sur la tenue des échanges entre Éric Zemmour et Samuel Sandler? Je sais qu'ils ont eu lieu et je ne vais pas les commenter parce que la seule chose que voulait Samuel Sandler, c'était que Éric Zemmour lui fiche la paix et qu'il arrête de réveiller le nom de ses enfants, son fils et de ses petits-enfants. Et donc je crois que, au moins sur ce point, j'espère, et nous le verrons, mais je crains que les échanges de cet après-midi disent l'inverse, j'espère que Zemmour va arrêter de souiller les morts de Ozar Torah, ceux qu'il appelle les petites victimes juives de Mohamed Merah, c'est comme ça qu'il les nommait. J'espère juste qu'il va, ceux-là au moins, les reposer en paix, mais je n'imaginais pas, et nous ne supporterons pas plus longtemps, que ce soit pour souiller les victimes d'autres attentats